Alors, bonjour à toutes et à tous pour ce second webinaire de la matinée. Pour un titre évocateur, le challenge de la grande démission, comment l'éviter? Donc, on va démarrer. Ce matin, je reçois tout d'abord Elliot. Elliot, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Du coup, Elliot Tessier. Je suis en charge des opérations clients chez 365 Talents. Du coup, avec mon équipe, on est sur le terrain au cœur pour implémenter notre solution et sur l'impact, notamment sur la gestion des talents chez nos clients. Donc, c'est pour ça que je suis ici avec Mathieu pour pouvoir témoigner de ce qui se passe chez nos clients. Ça marche. Et puis Mathieu, je te laisse te présenter, même si tu es déjà intervenu avec nous. Euh, Oui, et puis nous représenter rapidement ton entreprise. Eh bien, bonjour à tous, ravi d'être là encore une fois avec vous tous. Donc moi, je suis Mathieu Martin, je suis cofondateur de 365 Talents. Je m'occupe, moi, du développement commercial. En quelques mots, 365 Talents, c'est une plateforme qui aide les entreprises à mieux connaître leurs collaborateurs, mieux connaître leurs compétences, pour à la fois adresser des enjeux business liés à l'employabilité. On parlera beaucoup d'employabilité aujourd'hui et de néo-employabilité. Donc l'employabilité des collaborateurs, comment faire en sorte que les compétences qu'ils ont aujourd'hui répondent à leurs enjeux de demain. Et l'autre élément indispensable de notre proposition de valeur, c'est aider les collaborateurs à se développer, à se projeter et à personnaliser leur parcours. Donc voilà, ça sera deux thèmes qui nous seront chers aujourd'hui et qui répondent grandement au titre finalement de ce webinaire. Voilà, donc on accompagne des grands comptes. Il y a quelques logos qui viennent qui apparaissent à l'écran. Ça, on compte aujourd'hui 200 000 collaborateurs, c'est 30 clients. Et on vient de boucler une levée de fonds qui va nous aider justement à adresser tous ces sujets à l'international également. Continuer à innover d'un point de vue produit, d'un point de vue technologique, parce qu'on est un outil quand même qui est boosté par de l'intelligence artificielle. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de réenchanter la manière dont on gère les compétences et dont on a une vue finalement holistique sur toutes les compétences d'une entreprise. Euh, donc, on continuera à innover sur le produit, mais l'enjeu, c'est aussi d'aller se déployer à l'international. Donc voilà, mais on aura l'occasion, je pense, d'y revenir plus tard. Ça marche. Alors Mathieu, on va commencer par un petit état des lieux avec quelques chiffres, notamment Hmm. quand on parle de grandes démissions. De quoi on parle exactement? Alors, on parle surtout d'un phénomène finalement qui a lieu aux États-Unis, en tout cas qui a lieu depuis quelques mois, où effectivement il y a 40% des collaborateurs qui souhaitent quitter leur emploi. Et aujourd'hui, on peut dire que ces collaborateurs ont été plus loin, ils ont quitté leur entreprise. Donc la grande démission, c'est effectivement cette situation post-Covid où les collaborateurs sont en, en quête de renouveau, en quête de sens, et donc massivement ont décidé aujourd'hui de se diriger vers des fonctions qui ont de l'impact, où chaque jour ils arrivent finalement à avoir l'impact qu'ils peuvent avoir dans leur fonction. Donc ça, c'est une vague assez importante aux États-Unis. Et effectivement, en France, nous, on redoute que cette vague arrive. Donc aujourd'hui, ce dont on va essayer ce qu'on va essayer de voir, c'est effectivement, est-ce qu'on observe la grande démission en France, oui ou non? Et puis, ce que cette grande démission veut dire et comment on peut l'appliquer en France, parce qu'il n'y aura peut-être pas, et ça on le voit, et peut-être que Christophe, toi aussi, tu as une vision là-dessus, il n'y aura peut-être pas cette vague en France, mais elle prendra des formes différentes. Ce qu'on veut dire, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'en France, les gens quitteront peut-être moins massivement leur entreprise. En revanche, leur désengagement, pour certains, est bien là, et ce désengagement a un coût. Et donc, comment on fait finalement pour faire en sorte que les collaborateurs continuent d'être engagés et puissent finalement avoir l'impact qu'ils recherchent au quotidien? Ah oui, effectivement, sur ce phénomène de grande démission, moi je pense on ne peut pas comparer deux écosystèmes que sont l'Amérique du Nord et la France en particulier. Déjà sur un point qui est assez simple, c'est qu'on n'a pas du tout le même système de couverture sociale, on n'a pas du tout le même système. Il n'y a pas de pôle emploi à proprement dit aux États-Unis. On n'est pas du tout dans les mêmes normes. Là-bas, ce phénomène est principalement lié à l'absence de syndicalisation des entreprises, à l'absence de système social, de couverture en cas de perte d'emploi, etc. L'autre phénomène, c'est qu'aux États-Unis, il est beaucoup plus facile de retrouver un job et d'en quitter un qu'en France. En France, on a des périodes d'essai, on a des préavis, donc on a un système qui est beaucoup plus favorable aux salariés.
Après, ce qu'on constate quand même sur le marché actuellement, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de personnes qui se posent la question de partir. Beaucoup de personnes se demandent s'ils ne vont pas quitter notamment la région parisienne pour aller en province, pour améliorer leur qualité de vie, etc. Mais il est quand même assez peu probable que les personnes quittent leur job pour rien. Voilà, il y a une nuance. L'autre nuance, c'est qu'aujourd'hui en France, on constate principalement ce phénomène de grande démission à proprement dit, il est plus vrai dans certains secteurs que d'autres. Il est plus vrai, par exemple, dans les secteurs hôtellerie, restauration, tourisme, parce que c'est des secteurs qui ont connu une véritable révolution avec le Covid. Les gens ont une prise de conscience, ils veulent plus se lever pour aller travailler pour le SMIC, ils veulent plus travailler tous les week-ends. Donc, je dirais que c'est plus sectoriel. Mais juste une petite précision, ce que je trouve intéressant quand même, c'est que ça a permis quand même de mettre des mots, ou en tout cas de mettre sur le devant de la scène des sujets qui, par exemple, en France, n'attiraient pas, j'ai envie de dire, le grand public. Par exemple, ces articles sur la grande émission, on voit maintenant dans la presse et des articles sortir, on voit que ça s'intéresse. Effectivement, je suis d'accord, Christophe, quand on creuse, finalement, ce sujet n'aura pas la même forme et c'est pas la même chose qu'aux États-Unis. Mais en tout cas, je trouve que ça met sur la table le sujet des collaborateurs, des talents et de quand même qu'est-ce qu'on doit faire, au global pour que ça change, si effectivement on veut pas un jour s'y retrouver. Même si je suis d'accord que la cause ne sera pas la même, elle est plus liée à des sujets, on en parlait ensemble, de transformation des métiers, des choses comme ça. Ouais. Mais au moins, un peu cette peur et le fait que ça devienne un gros sujet aux États-Unis, je trouve qu'encore une fois, on en parle beaucoup et du coup, c'est une bonne chose parce que ça va peut-être aussi faire accélérer de manière indirecte, du coup, d'autres sujets. Oui, après, on a aussi des phénomènes qui vont faire que cette tendance risque de redescendre en Europe. Le contexte actuel fait que les gens vont commencer à avoir peur d'une crise à venir. Donc peut-être qu'ils vont être plus réticents à quitter leur job. Mmh. Mais là, ce qui est vrai dans ce que tu dis, c'est que de toute façon, les entreprises, de manière générale en France, en Europe, prennent conscience, je dirais principalement, aujourd'hui, on a principalement des questions suite au Covid de cohésion d'équipe, d'engagement, de motivation, et tout ça, ça passe par accompagner ses collaborateurs dans leur développement et donc dans leur employabilité à terme. Exactement. Pour rebondir sur ce que tu dis, Christophe, la représentation qu'on voit apparaître à l'écran est hyper intéressante parce que ça montre finalement la décorrélation qu'il peut y avoir entre les attentes des collaborateurs et ce que perçoivent les employeurs, c'est-à-dire ce qui, pour les employeurs, représente des choses importantes pour les collaborateurs. Comme tu le dis, les collaborateurs sont plutôt en quête de sens, en quête d'impact, veulent travailler sur des compétences comportementales, ce genre de choses. Et finalement, les employeurs pensent que la réponse à ce désengagement, la réponse à finalement à la rétention des collaborateurs passe forcément par une augmentation de salaire ou ce genre de choses. Donc ça, effectivement, il faut que les planètes s'alignent de ce point de vue-là. Ce qu'on a vu avec le Covid, c'est que finalement, les employeurs doivent être obligatoirement capables de créer les conditions finalement de l'engagement des collaborateurs. Les conditions, c'est quoi? C'est effectivement, on parle de télétravail, donc ça, on a vu que c'était possible de télétravailler, donc il faut faire en sorte de pérenniser ça. Le salaire, ça rentre aussi dans les conditions. Finalement, ce sont des leviers, finalement, des prérequis indispensables, mais qui sont faciles à mettre en place. Sauf que ça ne suffit pas. Donc déjà, si on est en train de se battre sur le télétravail, on part de très loin. Donc il faut que les entreprises comprennent que le télétravail, ça doit être quelque chose finalement de garanti, et qu'on doit être capable d'embaucher des gens, même s'ils sont très loin du siège social. Voilà, ça fait partie des choses très faciles à mettre en place. Ce qui est moins facile à mettre en place, c'est effectivement de travailler sur des parcours individualisés, finalement faire en sorte que les souhaits des collaborateurs en termes d'appétence, de motivation, de choix de carrière soient garantis, qu'on puisse les projeter finalement sur des opportunités qu'on n'avait pas trop détectées jusqu'ici, en tout cas qui ne correspondaient pas à des schémas de carrière un petit peu classiques, mais en vérité, ce qui
qui correspondent à ce que les collaborateurs attendent. Donc, travailler là-dessus, c'est important. Nous, on pense que c'est une opportunité finalement, parce que dans un contexte transformationnel aussi important que ce que l'on connaît, les compétences changent, les métiers changent et les appétences et les motivations des collaborateurs changent. Donc, il faut saisir cette opportunité pour faire en sorte d'aligner les enjeux business, comme on l'a dit précédemment, et les souhaits des collaborateurs en termes de personnalisation de parcours. Il y a Alors, on peut revenir là-dessus, mais on a déjà commencé à en parler. Il y a 4 grands défis pour la fonction RH et des grands défis finalement qui montrent que être capable de créer les conditions finalement de ce matching entre ce que veulent les collaborateurs, ce que veut ce que veut le marché, ce que veut le business, c'est compliqué. On a déjà parlé des souhaits des collaborateurs de vouloir quitter une entreprise. Ça, voilà, 52% des collaborateurs déclarent vouloir partir. Ça, la fuite des talents et la guerre des talents, c'est finalement plus ça qui représente la grande démission en France. On se bat tous pour les mêmes profils. On a du mal à les trouver en externe. Donc, il faut faire en sorte déjà de les garder et de les retenir quand on les a. Elliot, tu voulais réagir à quelque chose là-dessus? Effectivement, sur la partie, du coup, nous, on le voit très bien s'exprimer chez nos clients où on voit ce rôle, encore une fois, beaucoup plus proactif, d'aller vers les collaborateurs déjà, en les rendant acteurs. Donc ça, c'est un point. Et on le voit, et d'ailleurs, ça se traduit d'une manière, je trouve aussi assez flagrante, c'est qu'on n'a plus forcément les mêmes personnes assis autour de la table dans le début de nos projets. Là où avant, on avait uniquement les responsables de développement RH ou en charge des talents, qui traitaient de ces sujets-là, de gestion personnalisée des carrières, de points comme ça. Aujourd'hui, c'est toute la DRH, voire la direction générale. Donc, finalement, quand je vois le titre, les 4 défis pour la fonction RH, effectivement, la fonction RH va être moteur sur ces sujets-là. Mais, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que ça concerne encore plus de monde, et que, des directions qui avant, on va dire la direction générale était impliquée, dans ce type de sujet RH, uniquement, on va dire, dès qu'il y avait des tensions, sur les accords GPEC avec les IRP. Aujourd'hui, se saisissent vraiment de manière beaucoup plus proactive de tous ces sujets-là pour avoir un rôle et vraiment, appuyer les RH dans toutes ces actions qui sont menées. Oui, et puis c'est plus général. Là, on a mis les 4 grands défis pour la fonction RH, mais finalement, c'est les 4 grands défis des directions générales. Là, quand je vois Gartner qui dit seulement 19% des DRH pensent que leurs collaborateurs peuvent en l'état changer de direction selon les besoins, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les DRH n'en savent rien. Exactement. Ils ont répondu 19%, comme on aurait pu avoir 5, comme on aurait pu avoir 30%. Aujourd'hui, ils ne sont pas équipés, ils n'ont pas les outils pour connaître les compétences transverses ou les compétences non exploitées de leurs collaborateurs. Ouais, c'est exactement ça, hein. Ils ne connaissent pas assez leurs collaborateurs, ils connaissent les quelques compétences qui sont rattachées à leur fiche de poste et encore. Et effectivement, c'est ce qui traduit le manque d'agilité. Et quand on leur a demandé au début de la pandémie d'être capable de réallouer les compétences stratégiques sur les besoins stratégiques, sur les projets stratégiques, ils étaient incapables de le faire parce qu'ils n'avaient pas cette vision-là. Mais ça a mis en exergue des choses qui existaient depuis très longtemps. Mais là, quand on leur demande d'être agiles, ils ne peuvent pas le faire. Et donc, on sait pourquoi. Et puis il y a aussi, donc ouais, OK. Comment on a changé de slide. Il y avait 2-3 autres métriques, mais effectivement non, mais il y avait 2-3 autres métriques sur, l'aspect chronophage de leur fonction parce que, les RH sont quand même, mais ça on l'a déjà dit, on l'a redit depuis très longtemps, hein, ils sont souvent sur des tâches administratives qui sont pas forcément des tâches à grande valeur ajoutée. Et ça, c'est aussi parce qu'on leur demande d'être business partner, mais comme tu le dis, Christophe, ils n'ont pas les outils pour l'être. Donc, forcément, ils consacrent. Tu as ça, et puis tu as des boîtes. Moi, je vais donner l'exemple d'une boîte, sans la citer, hein, qui fait, on va dire, 3500 collaborateurs. Et ils ont 12 personnes à l'administration du personnel pour 4 personnes au développement RH. Donc, la répartition des ressources au niveau RH est hallucinante. C'est-à-dire qu'on a 12 ETP finalement pour traiter de la saisie et de la paye, et on n'a que 4 ETP pour gérer la partie formation, développement des compétences, carrière, évaluation.
Donc, on a une disproportion aussi au niveau de certaines directions RH. Il y a des directions générales qui vont nous dire la fonction RH coûte cher, mais oui, elle coûte cher aujourd'hui parce que, comme tu le dis, on a beaucoup encore de DRH qui ne sont pas suffisamment équipés pour automatiser des process qui n'ont aucune valeur ajoutée. Exactement. Donc, notre éclairage du jour va consister à vous expliquer comment nous, on pense qu'il faut s'organiser pour être capable de tacler finalement ces enjeux-là et répondre à ces questions de grande démission, à ces questions de guerre des talents. Et on a déjà commencé à aborder le sujet, mais la première étape, si Christophe, tu veux défiler les slides. Il y a Fabrice qui demande c'est quoi la bonne proportion entre administration et développement RH. J'ai pas de stats ou autre, mais je pense qu'on ne peut pas avoir un service d'administration qui fait 3 fois le service développement RH. Aujourd'hui, l'avenir en fait des entreprises et le focus doit être fait sur le développement des talents en entreprise, hein, sur le développement des compétences, sur le suivi des attentes des collaborateurs. Donc, on devrait s'attendre au moins à avoir du 1 pour 1, à minima. Je pense que s'il y a une fonction sur laquelle il faut vraiment investir dans la durabilité au niveau de la fonction RH, c'est le développement des talents. Exactement. Et donc, ça passe par la réconciliation entre les souhaits des collaborateurs et puis les enjeux business de l'entreprise. Ça peut paraître un vœu pieux, mais c'est comme ça qu'on arrivera à répondre à ces deux enjeux, qui sont clés. Ça répond, nous, c'est ce qu'on appelle la néo-employabilité. C'est-à-dire que l'employabilité, de manière traditionnelle, c'était un peu associé à faire en sorte que les collaborateurs aient les compétences pour répondre uniquement aux enjeux business de l'entreprise. En fait, non, la néo-employabilité, c'est être capable de faire les deux. Et aujourd'hui, c'est possible. On a comme on l'a dit, des fonctions qui disparaissent complètement. Les collaborateurs doivent être capables de se projeter sur des opportunités nouvelles. Et ils ont des souhaits, ils ont des motivations, ils ont déjà des compétences, souvent qu'ils ignorent, en tout cas des compétences qui sont transférables. Et donc, il faut faire en sorte de faire matcher tout ça. Et bien entendu, ça passe par une connaissance fine, à la fois des compétences globales de l'entreprise, mais à la fois des compétences rattachées aux collaborateurs et de ses motivations et de ses appétences. Elliot, si tu veux peut-être traduire ça d'un point de vue client ou cas d'usage chez nos clients. Non, mais effectivement, c'est exactement ce qu'on met en place, mais c'est lié aussi à ce que disait Christophe sur l'outillage chez nos clients. Aujourd'hui, chez nos clients, on va dire, je tire un peu le trait, mais le seul exemple concret de réussite, de conciliation des enjeux business et collaborateurs, c'est la gestion des hauts potentiels. C'est, on va dire, les seuls cas où jusqu'à maintenant, une direction générale et des RH, des managers ont réussi à se mettre d'accord sur des profils qui potentiellement apportaient de la valeur business et du coup sur lesquels aussi il fallait leur apporter un parcours personnalisé. Ça, maintenant, ce qu'on se dit, c'est que côté RH, ils veulent le mettre à l'échelle et que du coup, comme disait Christophe, c'est pas uniquement avec 4 personnes, déjà c'est pas assez, mais même s'il y en a un peu plus, qu'on va réussir à le faire pour tout le monde. Et du coup, chez nos clients, effectivement, ils utilisent, ce qu'on met en place chez eux, c'est vraiment ce qu'on appelle une TAN marketplace, c'est-à-dire comment réussir à réconcilier à la fois l'offre, donc c'est-à-dire les compétences des collaborateurs et la demande, c'est-à-dire la demande côté manager, côté RH. Donc, après ça peut prendre différentes formes. Cette demande, ça peut être une demande de mobilité, donc notamment chez Allianz par exemple, où l'outil s'appelle eMove. On est vraiment, connecté à l'ATS et on permet à chaque employé, sur la base de ses compétences et appétences, de voir tous les offres postes ouverts disponibles. Mais c'est pas que la mobilité, ça peut aussi être des projections sur, des métiers. Donc, on peut aussi, par exemple, faire découvrir à chaque, employé tous les métiers qui sont disponibles et les compétences qui sont attendues et de manière dynamique. Ça notamment fait par exemple, à la Caisse des dépôts et au sein du Crédit Agricole. Et ça peut aussi être des sujets encore plus opérationnels, comme notamment, des missions.
où on peut permettre à des collaborateurs, et on le fait chez Veolia, de voir des missions court terme qui sont disponibles, qui permettent à la fois du coup aux managers, de trouver, des profils qui sont compétents, mais aussi de permettre à chaque collaborateur de déployer des nouvelles compétences et de se former dessus. Donc, c'est vrai que l'outil permet vraiment de concilier l'offre et la demande et de rendre ça dynamique, et ce qui fait que finalement on est un peu comme sur un marché où on a cassé les silos et enfin on a libéré la compétence pour que les choses se fassent plus naturellement et qu'il y ait vraiment un meilleur alignement entre les enjeux business et RH. Ce C'est qui est, aussi une question de pardon, vas-y. déclic au niveau des DRH, parce que tu vois, tu parles de mobilité interne pendant de nombreuses années et encore dans de nombreuses boîtes. Finalement, la mobilité interne pour beaucoup de RH, peut-être pas me faire des copains, mais elle est obligatoire. Donc, on se contentait de prendre une feuille, de l'afficher dans le couloir, parce qu'on doit proposer d'abord l'offre en interne avant de recruter à l'externe. Et du coup, c'était très normé, très juridique. On le fait parce qu'on est obligé, Mmh. mais pas parce qu'on a envie de le faire. Donc, on n'offrait pas la visibilité des mobilités internes à l'ensemble des collaborateurs. Et finalement, c'était très bien comme ça. Parce qu'il y a encore beaucoup de recruteurs qui pensent que c'est mieux de recruter à l'externe Hmm. qu'en interne. Il y a encore ce mode de raisonnement qui est présent dans beaucoup d'entreprises. Est-ce que toi, tu rencontres des freins comme ça, Elliot? Mmh. Bah, c'est vrai que c'est intéressant, et d'ailleurs, si on compare en termes de conduite du changement et d'accompagnement, on va dire que côté collaborateur, dès qu'on ouvre tous les postes internes, on a une adhésion et un engagement qui est énorme. On atteint Ouais, des taux d'activation, qui varient de 60 à 80. Pour des solutions RH, centrées sur le déclaratif, c'est extrêmement important. Et du coup, on a beaucoup, beaucoup d'employés qui se déclarent intéressés par des mobilités. Par contre, pour que ça se transforme, il faut que derrière que les managers et les RH prennent le relais. Et là, on se ouais, rend compte qu'effectivement, c'est plus compliqué, et effectivement, tu as raison, on a plus encore de freins, soit de freins, comme tu dis, sur, forcément pas encore une très forte adhésion ou une véritable vue sur ce que c'est le bénéfice de cette mobilité interne, mais aussi, on va dire, des pratiques assez anciennes de mobilité uniquement centrées sur le réseau, du bout du couloir ou des choses comme ça, et qui fait que, là où avant, ils avaient 1 ou 2 personnes en tête pour une mobilité, là aujourd'hui, ils ont plus de 100 personnes qui se déclarent intéressées. Alors nous, on les aide évidemment à qualifier et à savoir qui sont les plus pertinents, mais c'est vrai que prendre le relais derrière côté RH et manager, on sent qu'il y a encore besoin d'évolution et d'accompagnement pour réussir vraiment à aller au bout de la démarche, et qu'on arrive à transformer chaque employé en acteur, mais que derrière aussi on lui donne les chances, en lui donnant une réponse à lui ouais. acteur et en lui permettant d'aller vers un nouveau métier. Et si ça bloque à un moment, c'est vrai que ça devient compliqué, et ça peut créer un cercle vicieux où après du coup, chaque employé se dit: «Bah, si finalement, je fais l'exercice de déclarer mes compétences, de montrer mes appétences, mais que derrière c'est pas pris en compte par les RH ou les managers», c'est là effectivement où on voit que ça peut bloquer. Ce Alors, que c'est tu dis, Elliot, intéressant. c'est que Oui, excuse-moi, euh, ce vas-y, Mathieu. ce que tu dis, Elliot, c'est qu'effectivement, il suffit pas de déployer un outil, il faut que les politiques de mobilité derrière évoluent Mmh, et il faut faire sauter certains verrous parce que garantir aux collaborateurs de se projeter, c'est bien. Si derrière il peut pas bouger, c'est déceptif et du coup, ça ne servait à rien de déployer un outil. Donc il y a aussi une évolution dans les pratiques, dans les politiques et donc il y a une conduite du changement qui est évidente et nous, on n'est qu'un outil, hein, mais derrière, il faut qu'il y ait cette prise, de conscience qui soit là de la part de nos clients. Et tu parlais du contexte Allianz, et je trouve que le projet illustre vachement bien ça, parce qu'au départ, l'application était dédiée aux personnes en situation de mobilité. Donc mmh, finalement, ça concernait 5% de la population d'Allianz. Et ils se sont rendus compte qu'il fallait l'ouvrir à tout le monde, parce que même si les gens ne sont pas en situation de mobilité, ils sont quand même en situation de réflexion, et ils ont quand même un besoin de visibilité ou de se projeter sur les métiers. Et le simple fait de dire qu'on est intéressé par un métier, ça permet de capter des signaux faibles. Et donc, on peut faire quelque chose de cette donnée-là côté RH. Et donc, ça illustre bien, je trouve, cette évolution de la politique chez un de nos clients. Et on trouve ça finalement chez quasi tous nos clients, à part ceux qui sont très matures et qui ont tout de suite compris que l'avenir, c'était cette marketplace de talents et qu'il fallait garantir une circulation un petit peu libre des ressources des mmh. collaborateurs, pas juste pour faire plaisir et pour retenir, mais parce que ça répondait à des enjeux, encore une fois, de business. Donc là, on est vraiment dans la réconciliation des deux. Mais c'est vraiment un point extrêmement important sur ce que tu dis sur le fait de
Est-ce que finalement on doit montrer tous les métiers et des postes possibles à des collaborateurs qui en fait, sont par exemple, encore un peu nouveaux sur leur poste? C'est-à-dire, on a des clients, on débat avec eux ils disent: «Bah moi, avant 3 ans d'ancienneté, je veux même pas qu'on lui montre des nouveaux postes, parce que j'ai pas envie qu'il parte, sur un nouveau poste parce qu'il vient d'arriver». Mmh, Déjà, c'est jamais le cas, parce que je pense que chacun veut rester au moins dans son poste de 3 ans et si mmh, il a pas envie, c'est qu'il y a d'autres sujets, de problèmes et c'est pas en bloquant dans l'outil qu'on va y arriver mmh. Il y a et mé en plus, il y a ils réalisent que s'ils se projettent pas dans des postes, c'est-à-dire, je pense qu'ils ont toujours besoin maintenant de voir l'étape d'après et s'ils le font pas en interne chez nos clients, ils le feront sur LinkedIn, hein, parce que les C'est métiers sur ça. LinkedIn sont suggérés et il peut voir le champ des possibles. Donc Ouais. autant lui montrer en interne. Comme tu dis, ça permet d'entamer la réflexion. Ça permet aussi d'identifier des gaps de compétences et de se dire: «Tiens, si dans 3 ans, 4 ans, je veux aller sur ce poste-là, où j'en suis par rapport à ce métier et par rapport à ce poste?» et d'anticiper des formations, d'anticiper d'autres actions, qui fait que le jour où il y a un poste qui est ouvert, là où parfois, des clients avaient l'impression de commencer depuis le début, depuis zéro, finalement le processus a déjà été entamé et on a des profils qui sont intéressés, qui sont formés et qui sont prêts à aller vers un nouveau métier et du coup, on met vraiment en place ce cercle vertueux qui est extrêmement intéressant. C'est super parce que tu viens de créer votre prochain slogan publicitaire. Il serait, vous préférez que votre salarié découvre son nouveau job sur LinkedIn ou sur 365 talents? Mmh. ouais. Tu Bah vois, donc et c'est ça pas alors, évident. Exactement ouais, ça. c'est exactement ça, Christophe. Et bien souvent, on a des clients qui nous disent qu'il y a plus de données sur leurs collaborateurs sur LinkedIn qu'en interne. Et donc, ça, c'est sûr que ça montre bien ça. Moi, je voulais juste réagir sur ce que Mélissa disait et qui complète extrêmement, qui illustre super bien ce qu'est en train de dire Elliot. C'est que chez Louis Vuitton, visiblement, lors de la pandémie, pendant la pandémie, ils ont dû transférer des équipes retail de Paris vers la province et ça n'a pas pris. Ils ont eu beaucoup de mal, mais parce qu'avant, il n'y avait pas de politique de mobilité. En tout cas, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand il a fallu réallouer des compétences stratégiques sur des projets stratégiques. On demande ça au DRH, sauf que si la réflexion n'a pas été menée en amont et si on n'a pas créé les conditions d'une libre circulation des ressources, eh ben ça prend pas. Voilà. Et donc bon, Mélissa vient confirmer ça. Euh, Peut-être donc que la Mathieu, création, ouais, ouais, peut-être qu'on peut montrer ce que ça veut dire quand on dit créer des parcours, personnalisés. Ouais. ouais, Ça parce que c'est un ça paraît simple comme ça, mais on sait à quel point c'est compliqué pour un RH de le faire. Donc explique-nous tout. ouais, bah, ça c'est un exemple, hein, qu'on a chez la plupart de nos clients, qu'on déploie, à l'échelle, et c'est vraiment, qu'est-ce qu'on met à disposition et quel est ce cercle vertueux qu'on met en place pour que à la fois effectivement chaque collaborateur voit le champ des possibles, mais que aussi côté RH, ils aient ce rôle, on va dire plus de coach, que, d'administrateur pour favoriser cette dynamique-là. Du coup, ce qui se passe concrètement, c'est que par exemple chez nous, chaque, employé a un profil, sur lequel il peut rapidement créer un profil en chargeant un CV, en connectant un LinkedIn et sur cette base-là, nous, on va essayer de détecter des compétences. Donc présumer des compétences de ces expériences-là, sur lesquelles il va pouvoir s'évaluer. Il va aussi pouvoir préciser, des appétences, c'est-à-dire des choses qu'il aime faire, au-delà de ce qu'il sait faire. Mais en tout cas, vraiment, on va essayer de capter toute la donnée, pour, vraiment essayer de comprendre, ses compétences. Le manager n'est pas écarté de cette évaluation-là. On parle d'auto-évaluation, parce qu'on estime que c'est le mieux placé pour pouvoir s'évaluer. Hem, on n'est pas non plus dans une logique de validation. On estime que la validation au sens, strict du terme n'apporte aucune valeur. Par contre, on permet au manager de donner des feedbacks, c'est-à-dire d'accompagner chaque employé dans l'évaluation de ses compétences, en les confirmant, en disant: «Oui, effectivement, je confirme que Mathieu, dans le cadre de ses missions, a bien mis en place ces compétences-là», de compléter si besoin. Mais en tout cas, du coup, on crée une dynamique positive. C'est-à-dire que, par exemple, cette donnée, elle est visible côté RH. Par exemple, je suis RH, demain, je vois une évaluation d'un collaborateur et d'un manager qui a donné l'inverse. Qu'est-ce que j'en retire? Pas grand-chose, à part un conflit potentiel. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'aider le RH à comprendre quelle est la position du manager sur les compétences de son collaborateur et pas uniquement de s'arrêter à une évaluation. Une fois qu'on a réussi à capter cette compétence-là et des niveaux, ce qu'on va faire, si on suit les différentes étapes logiques, c'est d'abord lui suggérer des fiches métiers. C'est-à-dire, essayer de comprendre ce qu'il a envie de faire en termes de métier. On va lui suggérer, on va dire des choses qui sont plutôt classiques, donc de mobilité verticale, plutôt, liées à son métier,
et en termes de seniorité un peu plus haut, mais on va aussi lui pousser des choses plus audacieuses, qui se basent sur des compétences qu'il peut avoir, acquises dans d'autres expériences ou alors des compétences, on va dire assez transverses qui lui permettraient d'aller sur des nouveaux métiers à condition qu'il puisse se former. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, dans la plateforme, il peut directement se intéresser par exemple par un nouveau métier. J'ai été chef de projet RH, mais il y a un poste de chef de projet finance, qui semble se rapprocher, où j'ai envie de découvrir un nouveau secteur. Bah, finalement, mes compétences de gestion de projet déjà me permettront d'y aller. Par contre, la plateforme est capable d'identifier ce qui me manque en termes de compétences de finance et du coup de me suggérer des formations qui sont adaptées, que je peux suivre et que du coup, c'est là l'effet qui se coule, c'est que le jour où un poste ouvert est disponible par rapport à ce métier que j'avais vu à un moment et sur lequel j'ai pu me former, et ben, je peux me déclarer intéressé, voire même, postuler et dans ces cas-là, le RH, et ça là je trouve intéressant, c'est qu'on apporte, vraiment une valeur au RH au sens où il va jouer ce rôle de coach. Il est plus là pour, pousser à la main, lire des CV. Il va juste être là pour, suivre la valeur qui se passe côté collaborateur, le laisser être acteur, le suivre et le moment clé dans son expérience où il pense qu'il peut avoir un rôle, c'est-à-dire: «Tiens, j'ai vu que tu étais intéressé par ce poste-là, avec telle formation. Moi maintenant, comment en tant que RH, je peux t'aider à finaliser, à aller au bout de ce que tu veux?» Donc on est vraiment sur une complémentarité humain et collaborateur, enfin et outils et c'est vraiment tout ça ensemble qui vont faire que ça marche et on le voit et tout à l'heure, on parlait un peu des moments un peu plus compliqués. Effectivement, là, c'est là-dessus où on a un peu plus de mal parce que c'est nouveau, mais je trouve cette nouvelle posture, elle est intéressante, surtout que si on rejoint ton point, Christophe, sur la partie du début, administrateur, l'objectif, c'est pas d'embaucher 10 nouvelles personnes côté développement des talents pour faire aussi, de l'admin. Le but, c'est de les embaucher et de leur laisser du temps sur des sujets à valeur, comme par exemple accompagner Ouais. le collab vers sa mobilité. Tu as parlé des managers et Elliot, c'est souvent un sujet euh, qui crispe tout le monde, j'ai envie de dire, parce que assurer ça, c'est aussi à un moment donné changer la posture du manager et l'accompagner vers cette nouvelle façon de faire. Tout à l'heure, on parlait de la manière dont la mobilité interne est gérée. Ce qu'on observe aussi chez certains de nos clients, en tout cas ce qu'on a observé, et moi au gré des échanges que je peux avoir, c'est qu'il y a souvent peut-être de la part du manager l'envie de retenir ses équipes, ne pas avoir envie de les voir évoluer dans une autre direction, dans une autre filiale, Ouais. au risque de les voir partir ailleurs, quoi. Mmh. Donc, parce que ça, c'est qu'un outil. Comment on fait pour les accompagner, ces managers, et comment on fait pour leur prouver la valeur d'une approche comme celle-ci? Qu'est-ce que ça peut leur apporter à eux dans leur quotidien? Bah, je pense qu'il y a plusieurs points. Le premier, et je pense que je vais en profiter pour répondre à une question de Benoît, c'est, déjà je pense qu'il faut leur parler avec le bon langage. Jusqu'à maintenant, on les positionnait sur des évaluations, sur des macro compétences qui sont pas du tout liées à leur business et on leur demandait d'avoir un rôle là-dessus. Je pense qu'en travaillant bien sur la compétence et en étant capable de créer, et c'est le cas via l'outil, via des déclaratifs, des compétences qui sont à un niveau de précision business qui parle déjà au manager. Déjà, il se sent plus à l'aise dans l'exercice puisque, on lui demande de gérer des choses qu'il connaît. Et ça, c'est un premier point. Là où avant, on lui demandait de manager des compétences très macro qui finalement, il se dit: «Mais ça, c'est très théorique dans mon quotidien, j'utilise». Donc, je pense que ce langage commun de la compétence, il est extrêmement important et il permet de mieux accrocher et de mieux embarquer les managers. Et après, il y a un deuxième sujet, c'est de lui montrer, et ça c'est le plus dur, c'est qu'en fait, c'est que là où potentiellement il pourrait y avoir un risque, c'est surtout beaucoup d'opportunités. Je m'explique, c'est que par exemple, tu parlais de la chasse des collaborateurs, mais à la Société Générale, ils ont mis en place le système de managers proactifs, c'est-à-dire que c'est les managers qui ont accès à un pool d'employés pour leur offre interne, c'est-à-dire pour leur offre dans leurs équipes. Et encore une fois, le RH, il est encore là, une fois, uniquement en tant que coach pour aider le manager. Mais du coup, effectivement, il pourrait se dire qu'il préfère le verre à moitié plein et se dire: «Bah, on peut me chasser», mais surtout aussi, on a à disposition un pool de compétences et de profils qui sont à la fois qualifiés, pertinents et intéressés. Ce qui fait que finalement, il a beaucoup moins peur, de ce sujet de rotation, puisqu'il voit qu'à côté, il y a une dynamique positive avec des gens formés et prêts qui arrivent, dans son équipe. Donc,
Ça, c'est le premier point, du coup, c'est le langage. Le deuxième point, c'est, un outil qui lui permet effectivement aussi d'être acteur et de pouvoir trouver des profils pertinents. Et le troisième sujet, c'est aussi lui donner les moyens, enfin, de pouvoir piloter ses compétences. Et ça, c'est des outils qui lui permettent de voir en temps réel quelles sont les compétences qui sont dans son équipe, quels sont les écarts de compétences par rapport à ses enjeux business. Donc, voir que, par exemple, sur tel sujet important, cœur, il n'a pas encore atteint ce qu'il souhaitait en termes de niveau et du coup d'avoir accès derrière à des outils comme pousser des formations, comme pouvoir trouver des profils externes qui lui permettent, lui, d'atteindre en tant que manager ses propres objectifs. Alors, j'ai quand même un bémol à tout ça, c'est que, enfin un bémol, un prérequis, je dirais. Je suis d'accord avec Mathieu, hein, un directeur commercial, quand il va voir son IC, son meilleur IC, venir le voir pour lui dire, voilà, j'ai vu telle offre, je m'en vais, et le directeur commercial va se dire, merde, je vais perdre 50% de mes objectifs atteints s'il se barre, Mm. Il va le bloquer. Donc en fait, je pense que le préalable à tout ça, c'est d'avoir une direction générale qui a aligné la culture d'entreprise par rapport à tout ça, et qui donc forme ses managers et voir les incentives sur leur capacité à jouer le jeu. Mm. Parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Il faut vraiment que ce soit dans la culture globale de l'entreprise et que ce soit impulsé par la direction générale en disant, voilà, chez nous, ça fonctionne comme ça. Chaque collaborateur, entre guillemets, est, je dirais, maître de son parcours. Et donc, il faut que la fonction management soit parfaitement alignée avec ça. Ouais, complètement. Ce qu'on voit aussi, peut-être que tu peux en dire 2 mots, Elliot, c'est que finalement la mobilité, ça prend d'autres formes. Là, on parle de la mobilité interne traditionnelle où finalement on perd son collaborateur qui va évoluer dans un autre pays, dans une autre direction, que sais-je. Mais ça peut être aussi une mobilisation temporaire sur une mission. Tu parlais du commercial, peut-être que le commercial connaît particulièrement bien un marché et que donc il y a une autre direction qui a besoin de lui pour ouvrir ce marché, savoir comment l'adresser. Et finalement, il va partir en mission pendant 2 mois, comme on peut le voir dans une société de service, pour revenir encore plus boosté, motivé, j'ai envie de dire, dans son équipe, dans son équipe originale. Mm. Donc C'est ça, vrai que cette notion de c'est le sponsoring, comme tu dis, Christophe, de la direction générale et le fait que ce soit vraiment intégré dans un plan stratégique. Nous, là, encore une fois, je dis ça au tout début, mais là où avant, côté sponsoring, on était porté un peu côté RH, un peu isolé. Là, aujourd'hui, chez Veolia, où on déploie à l'échelle, les 2 personnes qui font la vidéo sponsor et qui vont parler au manager, c'est Estelle Bracanoff et Pierre Ribout, qui sont les COO et la directrice générale de Veolia. Et elle dit concrètement au manager, elle parle même pas de marque employeur, de fidélité employeur, elle parle de business et elle dit, «Nos métiers se transforment, on a besoin d'acquérir de nouvelles compétences, on a besoin de vous dans cette gestion des compétences, on a besoin de mettre du mouvement, on a besoin de faire en sorte que, sur nos métiers de demain, on ait su anticiper et avoir les bonnes compétences» et c'est ce que tu dis, elle les met dans cette situation-là c'est un de vos rôles, en fait, de gérer les compétences de l'entreprise, pas seulement effectivement de défendre votre propre, territoire, autour de vous, même si naturellement ils le font quand même toujours un peu. Mais vraiment, ils donnent ce rôle-là aux managers et on sent que ça a un impact et une puissance, extrêmement importante. Donc, quand on parle de réconciliation, la première étape déjà, c'est de réconcilier les projets business, les projets RH. Quand on parle de GPEC, quand on parle de stratégique workforce planning ou que sais-je, avec les enjeux business de l'entreprise. C'est-à-dire que ce Ouais. sont des projets éminemment stratégiques. Et ça, si les gens n'ont pas conscience, c'est là qu'il y a un gros problème, quoi. Donc, quand les RH doivent travailler ou doivent opérationnaliser le stratégique workforce planning ou la GPEC, il en va finalement de la pérennité de la boîte. Et effectivement, moi, d'un point de vue commercial, je le vois. À partir du moment où les RH arrivent à trouver l'angle business d'un projet comme le nôtre, et ben, tout de suite, on trouve des sponsors et tout de suite, on trouve des personnes qui ont envie de tester, qui ont envie de faire partie du pilote. Et donc, voilà, cette réconciliation-là, elle est évidente. Et puis après, on l'aura au niveau de l'individu et au niveau de la personnalisation des parcours. Je ne sais pas si on a le temps, mais est-ce qu'Eliott, tu veux, sur la partie accompagner vos managers dans la conduite du changement, est-ce que tu veux illustrer finalement le slide qui apparaît à l'écran? Moi, je pense que ça reprend un peu ce qu'on s'est dit, hein, c'est une vision concrète effectivement de ce qu'on donne et ce qu'on demande au manager. Il peut effectivement, il gère les compétences de son équipe, mais et derrière aussi, du coup, il peut pousser des bonnes missions, des bons projets, qu'il estime, importants
et qui participe à la fois au business, mais aussi à la progression dans ses équipes. Donc ça, c'est intéressant. Comme je l'ai dit aussi, il donne des feedbacks, donc il accompagne chaque employé dans la déclaration et dans l'évaluation de ses compétences. Mais aussi, et ça c'est la case de gauche, il peut identifier des talents d'autres équipes. Et c'est là effectivement on revient sur le sujet un peu plus sensible. Mais je trouve que le fait qu'il y ait aussi cette, entre guillemets «cette carotte», ça permet aussi d'avoir un système, assez sain. C'est-à-dire que qu'on se le dise, hein, aujourd'hui, cette chasse, qu'on dit, potentiellement plus faisable avec un outil comme celui-là, elle existait déjà avant. Sauf qu'avant, c'était toujours les mêmes qui se faisaient chasser, les mêmes qui étaient les chasseurs. Aujourd'hui, le système est beaucoup plus simple parce qu'en fait, évidemment, dans nos plateformes, on met en place des règles, hein. Tout le monde ne peut pas, envoyer un message à tout le monde, sur des missions, des projets. On met en place des critères pour prendre en compte, parfois de l'ancienneté, des critères d'ancienneté sur un poste et cetera. Donc, quand on dit, ouvrir un marché et casser des silos, c'est pas non plus, créer la jungle et où tout est permis. On met quand même en place, des process qui font qu'on facilite, mais on maintient quand même, encore une fois des process qui partent pas dans tous les sens. Bah, Heu, ce qui est bien, c'est que ça facilite effectivement la détection à plus grande échelle. Alors effectivement, en mettant Des des règles garde-fous. en place, hein, des garde-fous. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que l'outil permet d'accroître la communication globale au sein de l'entreprise. oui, Entre la fonction RH, le management, les salariés, ça vient aussi combler un vide, hein, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises où le salarié n'a jamais eu un appel de la RH. mmh, Mmh. Là, en télétravail, bah, a très peu de relations avec son N+2, par exemple, sur des opportunités d'évolution. Donc, ça Mmh. permet aussi de faciliter. Je trouve que c'est un facilitateur, cet outil. mmh. Bah, là, enfin, par exemple, on faisait l'exercice récemment chez RTE. On a lancé le projet il y a 2 ans, on a plus de 80 000 métiers qui ont été consultés par des, collaborateurs et plus de, par mois, parfois ça peut monter jusqu'à 500, feedbacks de données sur des offres. Donc c'est énorme en fait et donc ça crée quelque chose qui n'existait pas, ça montre tout le champ des possibles et effectivement, ceux qui étaient pas forcément, à l'aise avec le sujet d'aller parler à son RH ou son manager, il a enfin un outil qui permet d'entamer la discussion. Alors ça ne permet pas de la finaliser, les managers et les RH ont toujours un rôle important, mais en tout cas ça crée la discussion, ça crée l'interaction et du coup, ce qui est bien, c'est que ça permet d'embarquer des personnes qui auraient pu s'isoler et qui du coup, bah, comme on l'a dit au début, auraient pu aller voir sur LinkedIn parce que sentaient qu'il y a pas forcément sa place, dans l'entreprise. Alors que si et ils sont toujours très surpris aussi et moi, c'est ce que j'adore de voir tous les métiers qui sont ouverts. Ils se doutent pas qu'il y a autant de métiers, disponibles. Et ils se doutent pas qu'il y a un niveau de matching quand même qui est beaucoup plus élevé que ce qu'ils pouvaient penser aussi. Ouais. Oui. Ah, c'est aussi l'intérêt Hem, de partir de la compétence. C'est que là où avant tu avais des parcours assez classiques, mmh. où, parce que j'étais, dans telle case, j'avais deux trois cases où je pouvais aller et que finalement j'avais que ça qu'on me montrait comme poste disponible. Là aujourd'hui, on casse tout ça et sur la base des compétences, on montre vraiment un champ des possibles qui est beaucoup plus important. Et il y a aussi un accompagnement au changement à faire parce qu'on se rend compte parfois qu'on a des retours clients, on nous dit: «Bah, les matchs», ou des retours d'utilisateurs qui nous disent: «Bah, les matchs sont pas hyper pertinents». Mais en fait, c'est pas le enfin, effectivement, ça peut arriver que le match ne soit pas pertinent, hein, ça la machine a besoin d'apprendre. Mais c'est aussi parce que, les collaborateurs, les utilisateurs sont tellement surpris de ce qui leur est suggéré, qu'ils se disent, «Ah bah non, en fait, moi, j'ai rien à faire, dans ce métier-là ou cette fonction-là» et en fait, non, il y a déjà des compétences qui matchent, il y a déjà une réflexion à avoir. Donc c'est aussi, changer et f la manière dont on adresse, ces outils-là ou la manière dont on se projette, on se projetait par filière comme tu le dis. Maintenant, ça peut surprendre, les suggestions qu'on fait et c'est pas Mmh, forcément une erreur de la machine, quoi. Donc mmh, ça mais ça révèle des choses, c'est ça qui est mmh. intéressant. Et d'ailleurs nous, on le mesure, c'est intéressant parce que, parfois on a des retours de nos clients qui disent: «Ah mais je suis surpris que cette offre, elle soit suggérée à si peu de personnes». Du coup, on lui montre les compétences qu'on a extraites, enfin que l'IA a extraites et elle me dit: «Mais vous avez extrait que ça?» Bah, je dis: «Bah, on la lit ensemble, hein». On se dit: «Il y a pas d'autres compétences dans l'offre, de rédiger qui permettraient d'aller plus loin» et effectivement, du coup, parfois, on voit qu'ils réécrivent,
en disant: «Ah mais finalement en termes de compétences, c'est plutôt ça» et on voit qu'à chaque fois ça élargit énormément le cercle de personnes qui sont touchées donc je pense que même eux, ils se sont rendus compte qu'en fait, naturellement, ils commençaient aussi un peu à écrire des fiches, des postes ouverts qui leur limitaient en fait le champ des possibles en interne et que du coup là, ils commencent à réouvrir en se disant: «Mais finalement, en termes de compétences, ce dont on a vraiment besoin, c'est quelqu'un qui sache faire ça, ça et ça et telle haute compétence, elle est pas forcément si indispensable ou on peut former la personne» et que du coup, on arrive à trouver d'autres profils dans l'entreprise. Il y a Claire qui, je pense qu'on pourra peut-être, je ne sais pas combien de temps il nous reste, Christophe, mais Claire réagit sur cette conduite du changement à avoir auprès des managers. Elle dit deux choses. Elle dit qu'il faut que les managers apprennent à mieux anticiper les ressources dont ils ont besoin. Et ça apparaît à l'écran, hein. Cette partie anticipation, c'est finalement permettre aux managers de faire de la GPEC. C'est très compliqué de le faire quand on n'a pas des outils, quand on n'a pas les bonnes données pour le faire. Et puis après aussi sur le travail de coaching et d'accompagnement, à qui c'est de le faire? Est-ce que c'est au RH? Est-ce que c'est au manager? Ce qui est important, en fait, je pense, c'est peut-être que la fonction de manager évolue et qu'on va lui demander d'être de plus en plus RH, à la fois de faire de l'accompagnement au développement, à la fois de faire de la GPEC, de l'anticipation. Le tout est de pouvoir créer les conditions qui lui permettent de le faire, parce que sinon, encore une fois, ça se transforme en travail bien trop chronophage et chacun va se renvoyer la patate chaude pour dire bah non, c'est à toi de le faire. Si on arrive à créer les conditions en leur permettant d'avoir les outils qui permettent de changer leur quotidien, ben, c'est déjà une première étape. Mais malgré tout, la fonction change, il faut se le dire, et l'accompagnement en changement est déterminant. Voilà. Là, on a juste une petite illustration à l'écran, mais c'était pour vous dire que la connaissance des collaborateurs, c'est la première étape. Elle permet de mobiliser et de mettre l'entreprise en mouvement via le staffing, via être capable d'accroître la mobilité interne. Et puis après, le Graal, c'est d'être capable d'anticiper et d'adresser les enjeux stratégiques de l'entreprise et des collaborateurs. Voilà. Et le tout en étant capable d'automatiser tout ça, hein. Et c'est là que la technologie devient intéressante, c'est qu'elle permet d'avoir de la valeur très rapidement, à la fois de déployer rapidement une solution beaucoup plus rapidement que les solutions un petit peu traditionnelles, qu'outiller des sujets très régaliens avec de la donnée figée, avec de la donnée statique, et à la fois d'avoir une valeur qu'on peut observer au bout de quelques semaines. Ça marche. On a dépassé le temps, hein, Mathieu. Ouais. Désolé. En tout cas, merci pour votre participation. On a un Attends, petit. on va quand même regarder le dernier slide. Oui. Commenter. En fait, c'est pour vous remercier à tous d'avoir participé à ce webinaire. On a essayé de résumer dans un contenu ce qu'on vient de se dire. Donc, c'est un livre blanc que vous pourrez télécharger et consulter. Donc, on vous l'envoie dans les jours qui viennent, hein. Et donc, ça reprendra la thématique du jour et les différents points qu'on a abordés. Le rôle de la culture d'entreprise sur la fidélisation des talents, les outils pour engager vos collaborateurs, à l'échelle et permettre une personnalisation des parcours. Et puis, la partie anticipée, comment faire en sorte d'adresser les enjeux stratégiques en termes de compétences auxquels sont confrontées les entreprises. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On était ravis, Christophe, encore une fois, de faire ce webinaire avec toi. N'hésitez pas à nous contacter, à nous poser des questions si vous voulez en savoir plus sur tout ce que l'on fait, si vous voulez en savoir plus sur nos projets clients. Ça peut aider à alimenter votre réflexion. Donc voilà, vous avez nos noms et nos coordonnées qui s'affichent à l'écran. On attend vos questions avec grand plaisir. Merci à tous. Super, écoutez, ce webinaire, vous le retrouverez sur MyRHline d'ici demain matin en replay. Et puis là, vous avez les contacts de Elliot et Mathieu, hein, vous pouvez leur envoyer un petit mail directement. Ils seront ravis de partager, d'échanger avec vous et même de faire une démonstration de la solution si ça vous intéresse. Yes. Et on sera au salon Solutions RH pour ceux qui y seront. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, on sera sur le corner du LabRH. Voilà. Super. À bientôt. Merci Mathieu, merci Elliot. Je vous souhaite Au une revoir, bonne Christophe. journée. À Merci, bientôt. bonne journée à tous. Au revoir.